Mon mari Thomas m'a dit que sa mère était gravement malade, alors il s'est précipité avec notre fils de 4 ans pour l'aider. J'ai décidé de leur faire une surprise. J'ai acheté de la soupe, des fleurs et des médicaments, et j'ai fait 40 minutes de route jusqu'à chez elle sans prévenir. Mais quand j'ai franchi la porte et que j'ai vu ce qui se passait réellement, j'ai failli m'évanouir sur le carrelage de la cuisine. Il faut que je reprenne depuis le début. Je m'appelle Camille Dubois. J'ai 31 ans. Je travaille comme spécialiste en facturation dans une clinique de kinésithérapie à Aix-en-Provence. Le genre de boulot où l'on passe 8 heures par jour à se disputer avec les mutuelles et la sécurité sociale pour savoir si une déchirure de la coiffe des rotateurs justifie 12 ou 16 séances. Ce n'est pas très glamour, mais ça paie 42 000 € par an, et je suis doué pour ça. Je suis marié à Thomas Dubois depuis 6 ans. Nous avons un fils, Léo, qui vient d'avoir 4 ans et qui pense que le camion poubelle est la chose la plus fascinante au monde. Honnêtement, certains mardis, je suis assez d'accord avec lui. Thomas et moi nous sommes rencontrés lors d'un barbecue chez des amis à Gardanne en 2016. Il était charmant, drôle, le genre de mec qui vous tire la chaise au restaurant et fait une blague pour que ce ne soit pas gênant. Il travaillait comme directeur adjoint d'agence au Crédit Agricole, portait de belles chaussures et conduisait une Peugeot 508 de 2020 qu'il gardait plus propre que la cuisine de la plupart des gens. Nous nous sommes mariés en 2018, avons acheté une maison sur la route de Galice pour 280 000 € avec nos deux noms sur le prêt immobilier. Et pendant les 4 premières années, tout allait bien. Pas parfait, aucun mariage ne l'est, mais bien. On riait. On partageait les factures. On était d'accord sur l'essentiel. La seule chose qui n'allait pas, c'était la mère de Thomas. Patricia Dubois avait 62 ans, vivait seule dans une maison à demi-niveau sur le chemin des Romarins à Gardanne, et avait une opinion sur tout, surtout sur moi. Elle ne disait jamais rien de franchement méchant. Patricia était trop maligne pour ça. C'était toujours des petites piques. Elle complimentait ma cuisine pour ensuite ajouter, « Tu sais, le plat préféré de Thomas, c'est mon bœuf bourguignon, pas le gratin dauphinois. » Elle regardait mes vêtements et disait, « C'est un choix original. » Elle m'a dit un jour que j'étais courageuse de ne pas porter de maquillage à un dîner de famille. Je mets la même crème hydratante teintée avec un indice UV 30 depuis que j'ai 25 ans. D'ailleurs, ce n'est pas de la paresse, c'est pour me protéger du soleil. Mon dermatologue à la fac m'a dit que la crème solaire était le meilleur produit anti-âge qui soit. Et honnêtement, 10 ans plus tard, je pense qu'il avait raison. Mais j'ai fait des efforts avec Patricia. Vraiment. J'apportais un dessert à chaque fête. Je me souvenais de son anniversaire. J'envoyais des fleurs pour la fête des mères, je l'appelais le dimanche. J'étais la belle-fille la plus dévouée du monde envers une femme qui me traitait comme une candidate n'ayant pas tout à fait le profil requis. Puis, il y a environ 11 mois, Thomas est rentré du travail en m'annonçant que Patricia ne se sentait pas bien. Juste un coup de fatigue, m'a-t-il dit, une toux persistante. Il a commencé à aller chez elle 1 ou 2 fois par semaine, emmenant souvent Léo parce que ça lui remontait le moral de voir son petit-fils. Je trouvais ça mignon. J'ai proposé de les accompagner à chaque fois. Thomas avait toujours une excuse pour que je n'y aille pas. Maman ne veut pas de visite quand elle est mal en point. Elle dormait quand on est arrivé, c'était juste Léo et moi devant la télé. Elle est gênée. Tu sais à quel point elle est fière. Et j'y ai cru, parce que Patricia était fière. Ça, c'était vrai. Cette femme avait un jour conduit elle-même chez le dentiste avec 39 de fièvre parce qu'elle ne voulait pas qu'on la voie dans un sale état. Au cours des mois suivants, l'histoire de Thomas a empiré. La bronchite s'est transformée en quelque chose que les médecins essaient encore de comprendre. Il a commencé à y aller 3, parfois 4 fois par semaine, toujours avec Léo. Il disait que Patricia avait besoin de compagnie. Et qu'est-ce que j'allais faire? Dire à une femme malade qu'elle ne pouvait pas voir son petit-fils? J'ai envoyé des SMS directement à Patricia à quelques reprises. Elle répondait toujours, mais c'était bref. Merci ma puce. Je me repose. Thomas prend si bien soin de moi. Une fois, j'ai essayé de l'appeler en visio et elle a refusé l'appel. Thomas m'a dit plus tard qu'elle avait passé la journée au lit et ne voulait pas qu'on la voie comme ça. Comme je l'ai dit, ça lui ressemblait. Je n'ai pas insisté. Par contre, j'ai commencé à envoyer de l'argent. Thomas disait que les ordonnances s'accumulaient. Des traitements de spécialistes que la mutuelle ne couvrait pas,
des dépassements d'honoraires pour des examens, des frais pour des analyses de sang spécifiques. Je faisais des virements Paylib à Thomas, 200 € par-ci, 300 € par-là, et il les transférait à Patricia. En 11 mois, j'ai dû envoyer environ 12 000 ou 13 000 € dont j'avais connaissance. Je tenais les comptes de tête parce que je suis dans la facturation. Les chiffres, c'est mon truc. Mais je faisais confiance à mon mari. Je me disais que je finirais bien par voir les factures médicales. Je n'en ai jamais vu une seule. Et voici la partie qui me donne envie de rire et de hurler en même temps, je finançais littéralement une femme qui ne me supportait pas. Je virais de l'argent pour soutenir la convalescence d'une personne qui m'avait dit un jour que mes œufs mimosa étaient intéressants. Intéressant. C'est ce qu'on dit d'une expo d'art contemporain qu'on n'aime pas de la nourriture de quelqu'un à Noël. Vers cette période, il y a environ 2 mois, j'ai commencé à remarquer des petits détails. Thomas est devenu plus critique. Pas sur des choses importantes, mais sur tout le reste. Ma cuisine, la façon dont je remplissais le lave-vaisselle, comment je pliais les t-shirts de Léo. Il rentrait et scrutait le salon comme s'il faisait une inspection. Un soir, il m'a dit que la maison semblait en désordre, alors que je venais de faire le ménage le matin même. L'homme qui laissait traîner ses bouteilles d'ice tea vides sur la table de nuit s'inquiétait soudain du feng shui de notre salon. Puis, un soir, Thomas était chez Patricia et j'avais besoin de regarder la météo parce que je prévoyais d'emmener Léo au parc le lendemain matin. Mon téléphone chargeait dans la chambre. J'ai donc ouvert l'ordinateur portable de Thomas sur le comptoir de la cuisine. Son navigateur avait un onglet ouvert. Une annonce immobilière pour un appartement à Marseille, un T3 sur l'avenue du Prado. 1 500 € par mois. J'ai fixé l'écran pendant une trentaine de secondes. Mon cœur a fait ce truc où il bat très fort une fois puis semble s'arrêter. J'ai fermé l'onglet. Je me suis dit que ce n'était rien. Peut-être qu'il cherchait pour un ami. Peut-être qu'il avait cliqué sur un lien par erreur. Ce n'était pas rien. Mais je ne le comprendrai que 5 semaines plus tard. Avant de continuer, si vous appréciez cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez la vidéo et quelle heure il est chez vous. Je lis tout. Merci beaucoup pour votre soutien. Après avoir trouvé cette annonce d'appartement, quelque chose a changé. Pas en moi, chez Thomas. C'était comme si quelqu'un avait monté le volume. Il était chez Patricia 4, parfois 5 soirs par semaine maintenant. Il partait juste après le dîner, prenait Léo, et parfois ne rentrait pas avant 22 h ou 23 h. À 3 reprises, il a passé la nuit là-bas. Son excuse était toujours la même, Patricia avait passé une mauvaise nuit, il ne voulait pas la laisser seule, et Léo dormait déjà sur le canapé. J'ai commencé à vérifier notre compte joint à la caisse d'épargne. Pas parce que je soupçonnais quelque chose de précis, mais parce que l'argent partait plus vite qu'il n'aurait dû. Ce que j'ai trouvé m'a noué l'estomac. Sur 11 mois, le montant total qui avait quitté notre compte via virement, Paylib et retrait au distributeur s'élevait à 32 000 €. Tout n'était pas allé à EP Dubois. Une partie était partie vers des noms que je ne connaissais pas. Une autre partie, c'était juste du liquide. 300 € par-ci, 500 € par-là, 800 € un mercredi d'octobre au hasard. J'ai posé la question à Thomas, pas sur un ton accusateur. Je voulais sincèrement comprendre. J'ai dit que les frais médicaux semblaient exorbitants et qu'on devrait peut-être vérifier si Patricia avait droit à des aides de l'État ou à une meilleure prise en charge de sa mutuelle. Je suis dans la facturation médicale, je sais comment ces systèmes fonctionnent. La réaction de Thomas a été immédiate et tranchante. Il m'a dit que je ne comprenais pas à quel point les choses étaient chères. Il a dit que le spécialiste de Patricia appliquait d'énormes dépassements d'honoraires non pris en charge. Il a affirmé qu'une simple série d'examens d'imagerie coûtait 1 300 €. Puis il m'a balancé la phrase qui m'a fait taire pendant des semaines, « Ma mère est peut-être en train de mourir, et toi tu t'inquiètes pour un relevé bancaire. » Je me suis senti coupable d'avoir demandé. C'est la partie qui me met encore en colère aujourd'hui. Pas qu'il ait menti, mais que je me sois senti coupable d'avoir mis le doigt sur son mensonge sans même m'en rendre compte. Ma meilleure amie, Chloé Morel, voyait ce qui se passait, même si moi j'étais aveugle. Chloé et moi nous connaissons depuis que nous avons 19 ans et que nous faisions le service de midi au Buffalo Grill de plan de campagne. C'est le genre d'ami qui vous dira que vous avez des épinards entre les dents depuis l'autre bout d'une pièce bondée, et elle ne chuchotera pas. Un soir, elle est venue pendant que Thomas était chez Patricia.
Elle s'est assise sur mon canapé et a dit une chose que je n'étais pas prête à entendre. Elle a dit, « Camille, je te connais depuis l'époque où tu servais des entrecôtes avec la gueule de bois. Tu n'avais pas l'habitude d'être aussi effacée. » Je lui ai dit qu'elle exagérait. Elle m'a répondu que non. Aucune de nous n'avait complètement tort. Entre-temps, j'ai commencé à remarquer d'autres détails. La Peugeot 508 de Thomas n'avait plus la même odeur. Pas une mauvaise odeur, juste différente. La vanille. Un parfum doux et lourd qui n'était pas le mien. J'utilise une crème sans parfum parce que les lotions parfumées me donnent mal à la tête. Donc, je sais ce qui n'a rien à faire sur un siège de voiture. J'ai aussi trouvé un reçu froissé dans la poche de sa veste. Un dîner pour deux à la Côte de Bœuf, un excellent restaurant de Marseille. Le total était de 175,40 €. Thomas et moi n'étions pas allés dans un restaurant à plus de 35 € depuis la naissance de Léo. Le dernier repas chic que j'avais fait, c'était à notre réception de mariage, et c'était un buffet. Ensuite, Thomas a commencé à s'en prendre à mon rôle de mère. C'est là que c'est passé de simplement bizarre à cruel. Il m'a dit que Léo me voyait à peine. Que j'étais toujours au travail. Il m'a raconté que Patricia avait fait la remarque qu'un petit garçon avait besoin de stabilité, de constance, d'être entouré de sa famille. Je travaille du lundi au vendredi, de 8h à 17h. Je suis à la maison tous les soirs. Je suis à la maison tous les week-ends. Mais Thomas continuait d'emmener Léo à Gardanne, et à chaque fois qu'il revenait, mon fils me semblait un peu plus distant. Léo s'est mis à dire des choses que je ne lui avais pas apprises, de nouveaux mots, de nouvelles phrases. Il a mentionné un chien appelé Biscuit. Nous n'avons pas de chien. Il a parlé d'une certaine Sophie. Sophie a fait des coquillettes au fromage. Sophie m'a laissé caresser Biscuit. J'ai demandé à Thomas qui était Sophie. Il n'a même pas scié. Il a dit que c'était une voisine de Patricia qui gardait parfois Léo si Thomas devait courir à la pharmacie. Une voisine qui fait un gratin de coquillettes à votre fils et qui a un chien nommé Biscuit. J'ai rangé ça dans le dossier, chose auquel je penserai plus tard, et j'ai continué d'avancer. C'est ce qu'on fait quand on fait confiance à quelqu'un. On classe les dossiers et on avance jusqu'à ce que le classeur soit si plein qu'il s'effondre. Puis est arrivé le samedi qui a tout fait exploser. C'était le week-end avant le 4e anniversaire de Léo. J'avais déjà acheté les décorations, une banderole joyeux anniversaire chez Action, des assiettes en carton avec des dinosaures, une boîte de préparation pour gâteaux. Nous avions prévu de fêter ça le dimanche chez nous avec Chloé et quelques voisins. Mais le samedi matin, Thomas a reçu un appel. Il a raccroché et m'a dit que Patricia passait une très mauvaise journée, peut-être la pire. Il devait y emmener Léo au cas où. Il l'a dit comme un homme annonçant une nouvelle fatale. Et je l'ai cru, parce que je suis le genre de personne qui croit les gens quand ils ont l'air sincères. Ce n'est pas un défaut. C'est juste que ça coûte cher, parfois. J'ai dit que je viendrais aussi. Thomas a secoué la tête. Il a dit que trop de monde accablerait Patricia. Que les médecins lui avaient dit de rester au calme. Il a pris Léo, a attrapé un cadeau emballé dans le placard de l'entrée, un cadeau dont j'ignorais l'existence, et a franchi la porte d'entrée. Je suis resté dans notre cuisine, tenant cette banderole d'anniversaire Action, et quelque chose s'est fissuré en moi. Pas brisé, fissuré, comme un pare-brise qui reçoit un caillou sur l'autoroute. Le verre n'éclate pas tout de suite, mais on voit la ligne s'étendre, et on sait que ce n'est qu'une question de temps. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas appelé Chloé. J'ai posé la banderole sur le comptoir, pris mes clés et pris une décision. J'allais chez Patricia. Fini les excuses. Fini les elle ne veut pas de visite. Fini d'attendre la permission de m'occuper de ma propre belle-mère. J'allais me pointer comme la bonne épouse et la belle-fille dévouée que j'essayais d'être depuis 6 ans. Et j'allais apporter de la soupe. Je me suis arrêté au carrefour du coin et j'ai acheté un poulet rôti, du céleri, des carottes, des nouilles et un bouillon. Je me suis dit que si Patricia était vraiment si malade, une bonne soupe maison lui ferait du bien. Puis j'ai conduit jusqu'à la pharmacie de garde à 2 rue de la et j'ai dépensé 82,50 € en médicaments contre le rhume, vitamine C, pastilles pour la gorge et une boîte de tisane censée soutenir le confort respiratoire. Je fais de la facturation, pas de la médecine, mais je sais ce qu'on apporte à une personne malade. En sortant, j'ai attrapé un bouquet de tournesol à 10 € dans un seau près de la caisse.
Ils étaient un peu fanés. Je les ai pris quand même. Le trajet d'Aix-en-Provence à Gardanne prend environ 40 minutes si on a tous les feux au vert. Je les ai tous eus au rouge. Je me souviens d'avoir attendu au carrefour près du centre commercial de Bouc-Bel-Air, ma marmite de soupe sur le siège passager, à côté d'un sac de pharmacie et d'un bouquet de tournesol triste, en pensant, c'est ce que fait une bonne belle-fille. J'étais même fier de moi. Quand j'ai tourné sur le chemin des Romarins, j'ai remarqué qu'il y avait 4 voitures dans l'allée de Patricia. La Peugeot 508 de Thomas, la Renault Mégane grise de Patricia, un pick-up rouge que j'ai reconnu comme étant celui de l'oncle Vincent, et un Peugeot 3008 blanc que je n'avais jamais vu. Mon estomac s'est noué. Je me suis dit que tout allait bien. Peut-être que les amis de l'église de Patricia venaient la voir. Peut-être que Vincent déposait des courses. Les personnes malades reçoivent des visites. C'est normal. Je me suis garé dans la rue, j'ai attrapé la soupe dans le sac, calé les tournesols sous mon bras, et j'ai marché jusqu'à la porte de derrière. La porte de derrière de Patricia n'a jamais été verrouillée au cours des 15 années où elle y a vécu. Elle fait partie de ces gens qui pensent que les cambriolages n'arrivent que dans les autres codes postaux. J'ai tourné la poignée, je suis entré dans la cuisine, et là. J'ai cessé de respirer. Patricia Dubois se tenait devant le plan de travail, vêtue d'un chemisier en soie turquoise et de boucles d'oreilles en or. Ses cheveux étaient fraîchement bruchés, et elle disposait des bougies sur un gâteau d'anniversaire. Pas n'importe quel gâteau. Un grand gâteau sur mesure avec un glaçage bleu où il était écrit « Joyeux 4e anniversaire Léo » en lettres blanches. Des guirlandes pendaient du plafond. Une grappe de ballons bleus et verts était attachée à une chaise. Une banderole au pas de chez Action, mais le modèle épais et réutilisable était tendu en travers de l'arche de la salle à manger. Thomas était assis à la table de la salle à manger. Son bras entourait une femme que je n'avais jamais vue auparavant. Elle devait avoir la fin de la vingtaine, les cheveux bruns, et porter une robe d'été comme si elle était invitée à une garden party. Et sur ses genoux, sur les genoux de cet inconnu, il y avait mon fils Léo, mangeant un morceau de gâteau d'anniversaire avec les doigts, du glaçage bleu étalé sur la joue, en train de rire. Il y avait un cadeau emballé sur la table, à côté de 3 autres. L'oncle de Thomas, Vincent, était adossé au mur avec une bière. La cousine de Thomas, Béatrice, et son mari étaient assis sur le canapé du salon. La sœur de Patricia, tante Delphine, versait de la limonade dans des gobelets en carton. Tout le monde était là. Toute la famille de Thomas avait été invitée à la fête d'anniversaire de mon fils. Tout le monde, sauf moi. La pièce n'a pas fait le silence d'un seul coup. Patricia m'a vu la première. Son visage est passé de détendu à livide en une demi-seconde, comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur derrière ses yeux. Puis Vincent a levé les yeux, puis Béatrice. Et la femme en robe d'été a tourné la tête et m'a vu debout dans l'encadrement de la porte de la cuisine, tenant une marmite de soupe au poulet, un sac de pharmacie et un bouquet de tournesol fané. Elle a eu l'expression de quelqu'un qui vient de réaliser que l'équation n'allait pas se résoudre comme prévu. Thomas s'est levé si vite que sa chaise a raclé le sol. Il a prononcé mon prénom. Puis il a dit, « Camille, ce n'est pas ce que j'avais. » Ne dis rien. C'est tout ce que j'ai dit. 3 mots. Je ne suis pas du genre à hurler. Je ne l'ai jamais été. Ma mère m'a élevé en me faisant croire que plus on est silencieux, plus les gens doivent faire d'efforts pour écouter. Et à ce moment-là, chaque personne dans cette pièce écoutait attentivement. J'ai posé la soupe sur le comptoir. J'ai posé les fleurs à côté. J'ai posé le sac de la pharmacie sur les fleurs. 82,50 € de médicaments pour une femme qui se tenait là en soie et bijoux, disposant des bougies d'anniversaire comme si elle présentait une émission dans Top Chef. Puis je me suis retourné et j'ai marché vers la porte d'entrée. Et c'est là que je l'ai vue. Sur la console de l'entrée, la petite table où Patricia garde ses clés de voiture et son courrier. Il y avait une pile de documents. La première page portait l'entête d'un cabinet d'avocats de Marseille que je ne connaissais pas. Sous l'entête, j'ai vu le nom complet de Thomas, mon nom complet, et les mots « requête en garde exclusive principale ». Mes mains tremblaient. J'entendais les pas de Thomas derrière moi traverser le salon. J'ai sorti mon téléphone et pris 3 photos aussi vite que possible. La page de garde de la requête, la page en dessous avec des puces que je ne pouvais pas lire entièrement, et un email imprimé avec le nom d'un avocat et un objet indiquant « calendrier pour le dépôt du dossier ». J'ai glissé mon téléphone dans ma poche arrière,
franchi la porte d'entrée et suis monté dans ma voiture. J'ai conduit jusqu'à la maison avec la radio éteinte. Pas de musique, pas de pleurs, pas de hurlements sur le volant. Juste 40 minutes de silence et la réalisation lente et glaciale que mon mari ne m'avait pas seulement menti au sujet de sa mère. Il montait un dossier pour me prendre mon fils. Je suis resté assise dans mon allée pendant 11 minutes. Je le sais parce que je regardais l'horloge du tableau de bord. À la 8e minute, j'ai repensé aux 82,50 € dépensés à la pharmacie pour une femme dont la seule maladie était une grave allergie à l'honnêteté. À la 9e minute, j'ai failli rire. À la 10e minute, j'ai appelé Chloé. Elle a décroché à la 2e sonnerie. Je lui ai tout raconté. La fête, la femme, le gâteau, les documents. Chloé est restée silencieuse pendant environ 5 secondes, ce qui est le record absolu pour elle. Puis elle a prononcé une phrase qui a changé la trajectoire de toute ma vie. L'ex-mari de ma cousine a essayé exactement la même chose. Elle s'est battue. Elle a gagné. Je t'envoie un numéro. Ce numéro appartenait à une avocate spécialisée en droit de la famille à Marseille, maître Diane Lemaire. Et Diane Lemaire, comme j'allais bientôt l'apprendre, était le genre d'avocate qu'on appelle quand son mari se prend pour le type le plus intelligent de la pièce. J'ai appelé le cabinet de maître Lemaire le lundi matin à 8h02. Sa secrétaire m'a dit que la première consultation disponible était jeudi. J'ai dit que c'était parfait. Ensuite, je suis allé travailler, j'ai répondu au téléphone, traité des dossiers de mutuelle et souri à mes collègues comme si je n'avais pas passé tout le week-end à fixer 3 photos sur mon téléphone prouvant que mon mari essayait de me voler mon enfant. Le jeudi est arrivé. Le cabinet de Diane était rue Paradis à Marseille, au 3e étage d'un bel immeuble haussmannien, coincé entre un cabinet d'expertise comptable et une agence immobilière. La salle d'attente sentait le café et l'encre d'imprimante. Je me suis assise dans un fauteuil en cuir, tenant une pochette avec chaque preuve que j'avais. Mes relevés bancaires, les captures d'écran des virements et ces 3 photos de l'entrée de Patricia. Diane Lemaire avait la cinquantaine bien tassée, des cheveux striés d'argent tirés en arrière, et des lunettes de lecture sur une chaîne autour du cou. Elle m'a serré la main, s'est assise derrière un bureau qui ne comportait strictement aucun objet décoratif et a dit « Racontez-moi tout. Ne sautez pas les détails que vous jugez insignifiants. » Alors, je l'ai fait. Les 11 mois de disparition de Thomas, la fausse maladie, l'argent, la fête d'anniversaire, la femme que je ne connaissais pas, la demande de garde que j'avais photographiée. Diane a écouté pendant 12 minutes d'affilée sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, elle a pris la photo imprimée de la requête de garde, l'a étudiée pendant une dizaine de secondes et a dit « Votre mari a commis une erreur monumentale. » Il a mis ses plans par écrit avant d'être prêt à lancer la procédure. Voici ce que Diane m'a expliqué, et voici ce qui m'a glacé le sang. Thomas et Patricia n'avaient pas seulement menti sur la santé de Patricia. Ils construisaient un scénario. Chaque fois que Thomas me disait de ne pas venir chez Patricia, c'était un point dans le dossier, Camille ne rend pas visite à sa belle-mère malade. Chaque fois qu'il prenait Léo sans moi, c'en était un autre, Camille ne participe pas aux événements familiaux. Chaque fois que j'envoyais de l'argent pour des frais médicaux au lieu de me déplacer, cela devenait une preuve que je préférais jeter de l'argent par les fenêtres plutôt que d'être présente. Il dressait le portrait d'une mère absente et désengagée. Et le pire, c'est que de l'extérieur, si on ne connaissait pas la vérité, c'était presque convaincant. Mais Thomas avait un problème. Plusieurs, en fait. Et Diane était sur le point de trouver chacun d'entre eux. Premièrement, l'argent. Je m'étais assise à ma table de cuisine ce dimanche soir-là, Thomas était chez Patricia, évidemment, et j'avais épluché 11 mois de relevés bancaires ligne par ligne. Le total était de 32 000 €. Mais voici ce que je n'avais pas réalisé avant. Seulement 12 000 € étaient allés à EP Dubois pour de prétendus frais médicaux. 7 200 € supplémentaires étaient partis en 3 paiements de 2 400 € chacun vers un organisme de crédit immobilier, et 10 400 € avaient été transférés par petits montants irréguliers aux 200 € par-ci, 400 € par-là vers un compte que je ne connaissais pas. Le reste en espèces. Diane a fait une demande d'accès aux relevés officiels via le tribunal. Ce compte mystère était à la Société Générale, au seul nom de Thomas. Il l'avait ouvert il y a 6 mois et y détournait discrètement une partie de son salaire. Quant au paiement du prêt, ils allaient directement au remboursement de la maison de Patricia sur le chemin des Romarins. Mon mari utilisait nos revenus communs pour payer le crédit immobilier de sa mère,
tout en me disant que c'était pour payer ses soins de chimiothérapie. Vous connaissez ce sentiment quand vous découvrez que quelqu'un vous a menti, et que soudainement tous vos souvenirs se réorganisent, chaque conversation, chaque excuse, chaque « je rentrerai tard ». Tout prend une forme différente. Comme ces illusions d'optique où un vase se transforme en deux visages de profil. C'est ce que ces relevés bancaires m'ont fait. Chaque mois était réécrit. Deuxièmement, Sophie. C'est là que Chloé a prouvé pourquoi elle est ma meilleure amie depuis 12 ans. Après avoir parlé à Chloé de la femme à la fête d'anniversaire, je me suis souvenu que Léo avait mentionné le prénom Sophie des mois plus tôt. Thomas l'avait qualifiée de voisine de Patricia. Chloé a dit, si c'est juste une voisine, pourquoi était-elle assise à un anniversaire de famille avec son bras autour de ton mari? Bonne question. Chloé se souvenait que Thomas travaillait au Crédit Agricole. Elle a cherché sur LinkedIn Sophie et le nom de la banque. Ça lui a pris 4 minutes. Sophie Navarro, 29 ans, chargée d'études de prêt au Crédit Agricole, la même agence où Thomas travaillait depuis 5 ans. Pas une voisine. Une collègue. À partir de là, Chloé a trouvé le profil Facebook de Sophie, qui était et je remercie le ciel pour les gens qui ne comprennent rien aux paramètres de confidentialité ou presque entièrement publics. La plupart de ces photos étaient normales, brunch avec des amis, un golden retriever nommé Biscuit, des vacances à la Grande Motte. Mais en remontant à octobre, il y avait une photo prise à la table d'un restaurant. Le visage de l'autre personne était coupé, mais sa main était sur la table. Et sur son poignet, il y avait une montre Citizen EcoDrive avec un bracelet rayé. Je connaissais cette montre. Je l'avais achetée à la bijouterie Histoire d'Or aux terrasses du port pour les 31 ans de Thomas. Je me souvenais de la rayure, il s'était accroché sur le bord d'une armoire de classement au travail. J'ai envoyé cette capture d'écran à Diane sans un mot. Troisièmement, et c'est la partie qui a tout fait basculer, Sophie Navarro n'était pas célibataire. Elle était encore légalement mariée. Son mari était un chauffeur routier nommé Bastien Navarro. Bastien avait demandé le divorce 7 mois plus tôt, mais la procédure traînait parce que Sophie contestait les termes. Elle voulait la maison. Elle voulait une prestation compensatoire. L'avocat de Bastien cherchait un moyen de faire pression. Diane a passé un coup de fil. L'avocat de Bastien a passé un coup de fil. Il s'est avéré que Bastien n'avait aucune idée que sa femme fréquentait un collègue. Il s'est montré très intéressé à l'idée de coopérer. Pas par gentillesse envers moi, mais pour consolider son propre dossier. Quand deux avocats ont le même ennemi, le calcul devient très simple. Maintenant, venait la partie la plus difficile. Je devais continuer à vivre dans ma maison, dormir dans mon lit, m'asseoir à la table du dîner en face d'un homme qui prévoyait de me prendre mon fils et de partir avec une autre femme. Pendant 3 semaines, j'ai préparé le dîner. Je lui ai demandé comment s'était passée sa journée. Je l'ai regardé embrasser Léo pour lui dire bonne nuit et je n'ai rien dit. J'ai mal rempli le lave-vaisselle, selon lui, et je me suis excusé. J'ai souri. Je mérite un prix pour ces 3 semaines. Un Oscar, un Golden Globe, ou un de ces trophées pour l'ensemble d'une carrière. Meryl Streep à son apogée n'aurait pas pu regarder Thomas Dubois par-dessus une assiette de poulet à la crème et dire « Comment va ta mère ?» avec la sincérité dont j'ai fait preuve. Ma voix n'a pas craqué une seule fois. Je n'ai pas fait un seul faux pas. J'ai juste continué à classer, documenter, photographier, et chaque soir après que Thomas se soit endormi, j'envoyais des emails à Diane. Pendant ce temps, Patricia a scellé son propre sort sans même le savoir. Diane a fait fouiller les réseaux sociaux de Patricia par son assistante juridique sur toute la période de 11 mois de sa maladie. Patricia avait posté 37 fois sur Facebook pendant ces mois. Des photos d'un déjeuner avec le club de jardinage en juillet, une journée au parc Marineland d'Antibes en août, un cours de danse en ligne en septembre, un repas de Noël festif avec des amis, un selfie au marché de Noël de Gardanne en décembre avec un pull 10 ans béni. 37 publications d'une femme qui était soi-disant trop malade pour voir sa belle-fille, trop faible pour répondre à un appel visio, trop fragile pour recevoir des visites. Diane a imprimé chaque publication. Ensuite, Diane m'a dit quelque chose qui m'a fait m'asseoir bien droite sur ma chaise. Elle a dit, en France, on peut encore plaider le divorce pour faute. L'adultère ne concerne pas seulement la morale. Cela pèse dans la balance financière et dans l'attribution des dommages et intérêts. Et en ce moment même, votre mari a une liaison avec une femme mariée,
tout en essayant frauduleusement de vous priver de votre garde exclusive en utilisant des preuves fabriquées de toutes pièces. Je fais ça depuis 22 ans, Camille. Il n'a plus une seule carte à jouer. La date d'audience était fixée, mais Diane ne voulait pas de procès public. Elle voulait quelque chose de plus silencieux, de plus dévastateur. Elle voulait que Thomas voie exactement tout ce que nous savions et qu'il réalise, dans une pièce sans public, qu'il avait déjà perdu. 3 semaines et 2 jours après que je sois entré dans la cuisine de Patricia avec ma soupe au poulet et mon sac de pharmacie, maître Diane Lemaire a envoyé un dossier à l'avocate de Thomas. C'était une épaisse enveloppe Kraft. Je le sais parce que Diane m'en a montré la copie. À l'intérieur, il y avait 46 pages de documents. Je connais le nombre exact parce que Diane les a comptés devant moi en disant « 46 pages ». Ça fait une page pour chaque billet de 1000 € qu'il a volé, et il en reste quelques-unes pour ses mensonges. Page 1, un décompte détaillé de 32 000 € détournés de notre compte joint sur 11 mois. Chaque virement, chaque paiement Pélib, chaque retrait au distributeur, organisé par date, montant et bénéficiaire. 12 000 € à Patricia pour des frais médicaux qui n'existaient pas. 7 200 € à un organisme de crédit pour une maison qui n'était pas la nôtre. 10 400 € vers un compte secret à la Société Générale dont on ne m'avait jamais parlé. Les 2 400 € restants en retrait d'espèces que Thomas ne pouvait justifier. Page 2 à 9, les dossiers médicaux de Patricia obtenus par le cabinet de Diane. En 11 mois, Patricia Dubois avait consulté un médecin exactement une fois, une visite annuelle de routine chez un généraliste de Gardanne. Tension artérielle normale, cholestérol normal. Les notes du médecin incluaient la phrase « La patiente ne signale aucun problème de santé actuel. » Aucune ordonnance, aucune orientation vers un spécialiste, aucune imagerie, aucune prise de sang au-delà du bilan de base. La chose la plus malade chez Patricia Dubois l'année passée, c'était sa moralité. Page 10 à 18, l'activité Facebook de Patricia. 37 publications sur 11 mois. Club de jardinage, Marineland, danse, marché de Noël. Chacune horodatée, capturée en écran et annotée avec une note montrant ce que Thomas m'avait dit à la même date. Le 14 octobre, Patricia poste une photo au soleil à Cassis. Le 14 octobre, Thomas m'envoie un SMS, « Maman a passé une sale nuit. Je dors ici. » Le 22 décembre, Patricia poste une photo d'une table de fête dressée pour 8 personnes. Le 22 décembre, Thomas me dit, « Maman n'arrive même pas à garder la nourriture dans son estomac. On va juste rester assis avec elle. » Le contraste était foudroyant, et Diane l'avait présenté comme un procureur lors d'un réquisitoire, sauf qu'il n'y avait pas de jury, juste du papier. Page 19 à 26, la liaison. Le profil LinkedIn confirmant que Sophie Navarro travaillait dans la même agence que Thomas. Des photos Facebook du profil non verrouillé de Sophie. Dîner au restaurant, sortie au parc, voyage à la mer à la Grande Motte. La photo d'octobre avec le visage coupé mais le poignet visible montrant une montre Citizen EcoDrive correspondant à celle que j'avais achetée chez Histoire d'Or le 9 juin 2021. Les relevés de carte bleue de Thomas montrant des paiements au restaurant La Côte de Bœuf à Marseille. 6 visites en 8 mois, toujours les soirs où il prétendait être chez Patricia. Addition moyenne, 170 à 210 € pour 2. Page 27 à 31, la coopération de Bastien Navarro. Une attestation sur l'honneur signée de Bastien confirmant qu'il n'avait aucune connaissance de la relation de sa femme avec Thomas Dubois. Une chronologie de l'avocat de Bastien montrant que Sophie contestait leur séparation tout en étant activement impliquée avec un autre homme. Bastien ne faisait pas ça pour moi. Bastien le faisait parce que Sophie réclamait la maison et 2200 € par mois de prestations compensatoires alors qu'elle couchait avec quelqu'un d'autre. Son avocat a dit que c'était le dossier le plus facile à plaider de l'année. Page 32 à 40, la fraude pour la garde des enfants. Les photographies que j'avais prises chez Patricia, la page de garde de la requête, les points clés, l'email de l'avocat, et l'analyse par Diane des affirmations de la requête. Camille n'assiste pas aux événements familiaux. Parce qu'on lui a dit de ne pas venir. Camille est souvent absente de la vie de l'enfant. Parce que Thomas l'emmenait physiquement 4 à 5 fois par semaine. Camille montre une implication limitée dans la santé et l'éducation de l'enfant. Léo a 4 ans. Sa santé, ses 2 visites chez le pédiatre par an, et son éducation, ce sont des livres de coloriage, et je m'occupe des 2. Page 41 à 46, l'annonce de l'appartement sur l'avenue du Prado.
La chronologie montrant que Thomas cherchait des locations à Marseille depuis au moins 2 mois. Le fil conducteur de toute l'histoire. Thomas ne prévoyait pas juste une liaison. Il prévoyait une fuite. Prendre le fils, garder l'argent, s'installer dans un T3 à Marseille avec Sophie Navarro, et me laisser dans une maison que je ne pourrais pas payer seul, avec la réputation d'une mère indigne. L'avocate de Thomas a reçu cette enveloppe un mardi. Dès mercredi après-midi, elle appelait le cabinet de Diane pour demander une réunion. Diane m'a dit plus tard que l'appel avait duré moins de 3 minutes. L'avocate de Thomas n'a pas discuté. Elle n'a pas négocié. Elle a dit, nous aimerions discuter d'une résolution à l'amiable. La médiation a été fixée au lundi suivant au cabinet de Diane. Je suis entré à 9 h du matin, portant un tailleur acheté chez Zara pour 30 €, avec l'expression la plus calme que je pouvais physiquement afficher. Thomas était déjà assis à la table. Il ressemblait à un homme qui n'avait pas dormi depuis 5 jours. Il ne l'avait probablement pas fait. Face à lui se trouvait son avocate, qui avait l'expression de quelqu'un qui a accepté un dossier avant de voir toutes les preuves et qui réalisait maintenant l'ampleur de son erreur. Diane n'a pas élevé la voix une seule fois. Elle n'en avait pas besoin. Elle a exposé ses conditions. Garde exclusive principale à Camille. Thomas obtient un droit de visite encadré pendant 6 mois, après quoi une enquête sociale réévaluera la situation. Thomas rembourse les 32 000 € de fonds détournés selon un échéancier strict. Les 7 200 € de paiements hypothécaires pour la maison de Patricia sont documentés et récupérables dans le partage des biens. La maison de la route de Galice reste à Camille. Thomas continue de payer sa moitié du crédit pendant 24 mois ou rachète sa part du capital. Et le coup de grâce, en raison des torts exclusifs prouvés, adultère et fraude, l'accord financier m'était largement favorable. Thomas ne s'est pas battu. Son avocate lui avait clairement expliqué à quoi ressemblerait un tribunal avec 46 pages de preuves et un témoin coopérant issu d'un dossier parallèle. Il n'y avait aucune issue où Thomas gagnait. Il y avait à peine une issue où il repartait avec sa dignité. Il a tout signé en 19 minutes. Je le sais parce que je regardais l'horloge sur le mur de Diane. 19 minutes pour défaire un plan qu'il avait mis 18 mois à construire. Au moment de partir, Diane a dit poliment et professionnellement à l'avocate de Thomas qu'elle transmettrait certaines parties de la documentation financière au service conformité et RH du siège du Crédit Agricole. La banque avait une politique stricte concernant les relations personnelles non déclarées entre employés d'une même agence, et la relation de Thomas avec Sophie Navarro avait créé ce que Diane a décrit comme une faille RH significative. Elle l'a dit sur le même ton que si elle lisait la météo. Le visage de Thomas est devenu livide. 2 semaines plus tard, j'ai appris par Chloé que Thomas et Sophie avaient tous deux été transférés dans des agences séparées. Thomas a perdu son titre de directeur adjoint. L'homme qui avait prévu de partir avec tout se tapait maintenant 45 minutes de route chaque matin pour aller bosser dans une petite agence à Aubagne, à traiter des dossiers de crédit auto. Le premier matin où je me suis réveillé dans cette maison de la route de Galice, seul avec Léo, j'ai fait des pancakes. Pas un truc gastronomique, la recette en sachet que j'utilise depuis la fac. Léo était assis à la table de la cuisine dans son pyjama dinosaure. Quand j'ai posé l'assiette devant lui, il m'a regardé et a dit, « Ils m'ont manqué tes pancakes, maman. » Je n'ai pas pleuré. J'ai failli, mais j'ai juste dit, « Tu leur as manqué aussi, mon grand. » Et je lui ai versé un verre de jus d'orange. Nous avons pris le petit déjeuner dans le calme d'une maison qui, enfin, me semblait m'appartenir. J'ai fait changer les serrures ce week-end-là. Chloé est venue m'aider à repeindre la chambre. Thomas avait choisi la couleur quand nous avons emménagé, une sorte de beige grisâtre qui donnait à la pièce l'air d'être l'intérieur d'un meuble de bureau. Nous l'avons peinte en bleu doux. J'ai acheté une nouvelle couette blanche avec de petites fleurs bleues chez Maison du Monde. 45 €. Le premier achat que je faisais juste pour moi en 6 ans. J'ai mis 150 € sur un livret A pour les futures études de Léo la même semaine. Ce n'est pas une fortune, mais c'est à moi, et personne ne le transfère en cachette sur un compte à la Société Générale. Thomas a emménagé dans un petit T2 au Pen Mirabeau, loin du grand appartement sur l'avenue du Prado qu'il convoitait. Il s'avère que c'est plus difficile à payer quand on a été rétrogradé et qu'on rembourse 32 000 € avec un plan d'appurement. Sophie Navarro ne s'en est pas beaucoup mieux sortie. L'avocat de Bastien a utilisé l'attestation et les preuves de notre dossier pour démolir complètement la demande de prestations compensatoires de Sophie. Bastien a gardé la maison. Bastien a gardé le chien.
Sophie a loué une chambre chez un collègue à Marignane et, d'après ce que Chloé a entendu par une amie d'amis, elle a repris son nom de jeune fille sur les réseaux sociaux. La chute de Patricia a été plus silencieuse, mais d'une certaine manière plus totale. Quand la vérité a éclaté, pas par le biais d'un scandale public dramatique, mais par les fuites lentes et constantes des conversations familiales après la médiation. L'oncle Vincent a cessé de l'appeler. Béatrice a arrêté d'amener ses enfants chez elle. Tante Delphine, la propre sœur de Patricia, m'a appelé un soir et m'a dit « Camille, je veux que tu saches que je n'étais pas au courant. Aucun d'entre nous n'avait le tableau complet. Je suis désolé. » Et je l'ai cru. Delphine a toujours été la personne décente de cette famille. Patricia est passée du statut d'hôtesse des dîners de famille à celui de femme mangeant seule. Personne ne lui a retiré ses invitations. Les gens ont simplement cessé de lui en envoyer. C'est ça le problème quand on ment à tout son entourage. Quand la vérité éclate, ils ne se souviennent pas du mensonge en soi. Ils se souviennent de ce qu'ils ont ressenti en réalisant qu'ils ont été pris pour des idiots. Thomas a essayé de m'appeler 11 fois le premier mois suivant la médiation. Je n'ai pas répondu une seule fois. Il m'a envoyé un long SMS. J'ai lu la première ligne qui disait « Il faut que tu comprennes que ». Et j'ai supprimé le message sans lire la suite. Je comprenais déjà beaucoup de choses. J'ai compris que mon mari avait passé 18 mois à me traiter comme un problème qu'il pouvait résoudre en me faisant disparaître. J'ai compris que sa mère l'y avait aidé. J'ai compris qu'une autre femme était assise sur une chaise de salle à manger qui aurait dû être la mienne, avec mon fils sur les genoux, lors d'une fête d'anniversaire que j'ai payée avec de l'argent que je croyais destiné à des frais médicaux. Et j'ai compris autre chose, quelque chose que j'aurais aimé découvrir plus tôt, faire confiance aux gens n'est pas une erreur. L'erreur, c'est de faire confiance à la même personne après qu'elle vous a montré qui elle est vraiment, en espérant que, d'une manière ou d'une autre, le résultat sera différent. Chloé est passée samedi dernier avec une bouteille de vin et 2 chaises pliantes. Nous nous sommes assises sur la terrasse et avons regardé le soleil se coucher sur la route de Galice, et j'ai ri plus fort que je ne l'avais fait depuis plus d'1 an. Elle m'a dit que j'avais l'air différente. Je lui ai dit que je me sentais différente. Elle a dit, « Tu as de nouveau l'air d'être Camille. » Je lui ai dit que c'était la chose la plus gentille qu'on m'ait dite depuis longtemps. Et puis je lui ai fait remarquer qu'elle avait du vin sur le menton, parce que c'est ce que font les meilleurs amis. Je fais toujours cette soupe au poulet, d'ailleurs. La même recette que celle que j'apportais chez Patricia ce samedi-là. Mais je la fais pour des gens qui sont vraiment malades. La fille de ma voisine a eu une angine la semaine dernière et je lui en ai apporté une pleine marmite. Et j'ai gardé ce reçu de pharmacie. Les 82,50 €. Je l'ai scotché à l'intérieur d'un placard de ma cuisine, pas comme un rappel de ce qui s'est passé, mais comme preuve de qui j'étais quand je suis entré dans cette maison. Une femme qui se souciait sincèrement de quelqu'un qui complotait contre elle. Je n'ai pas honte de ça. Je préfère être la personne qui se pointe avec de la soupe plutôt que celle qui simule une maladie pour voler sa propre belle-fille. Certaines leçons ne coûtent rien. Celle-ci m'a coûté 32 000 €, 11 mois de ma vie et un mariage. Mais j'ai récupéré mon fils. J'ai gardé ma maison. Et j'ai obtenu quelque chose que Thomas, Patricia et Sophie n'auront jamais, la capacité de me regarder dans un miroir sans baisser les yeux.